On va enchaîner tout de suite. On réussit à tenir le temps de façon assez serrée. Donc, on continue avec une présentation de Clémentine Pernaut. Cette fois-ci, Clémentine, je vais te demander de partager ton écran pour une conférence qui s'intitule « Croissance et nutrition des plants reboisés lors de la restauration de chemins forestiers pour l'amélioration de l'habitat du caribou sur la Côte-Nord ». À toi, Clémentine. Je ne vais pas être très originale puisque moi aussi je vais vous parler chemins forestiers et caribous et plus exactement je vais vous parler de l'établissement des plants qui sont reboisés sur les chemins forestiers dans le cadre d'une restauration justement pour améliorer l'habitat du caribou forestier. Donc je vais passer rapidement sur l'introduction puisque je suis la troisième à aborder le sujet, mais comme vous le savez, le caribou des bois c'est une espèce qui est menacée au Canada, mais bien sûr aussi au Québec. Effectivement, c'est une espèce qui est sensible aux perturbations anthropiques de son habitat. Parmi celles-ci, on va retrouver la présence de chemins forestiers. Donc, un chemin forestier qui est construit dans un habitat favorable aux caribous, ça va entraîner comme conséquence tout d'abord un phénomène d'enfeuillement aux abords de ces chemins forestiers, et ça va attirer à son tour davantage d'herbivores comme l'orignal ou le cerf de Virginie. Cette combinaison de facteurs, ça va également entraîner une plus forte présence de prédateurs qui vont voir leur circulation facilitée par les chemins forestiers. Et ça va bien sûr engendrer une plus forte pression de prédation sur les caribous qui étaient initialement présents dans l'habitat. Tout ça, ça a pour conséquence un phénomène d'évitement de la part du caribou, des chemins forestiers et de leurs abords. Donc, au vu de cette problématique, une mesure qui sont énoncées, c'est de réaliser la fermeture de ces chemins forestiers. Mais comme on vous l'a présenté dans les deux présentations précédentes, il n'existe pas encore de protocole ni vraiment d'études qui seraient applicables aux conditions du Québec pour les chemins forestiers. C'est pourquoi il est important de tester une telle mesure et de tester différentes techniques de restauration. Pour ce faire, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a créé un banc d'essais de démantèlement et de reboisement sur la Côte-Nord en 2017. Donc ici, ce que vous voyez, c'est une vue aérienne du dispositif. En tout, il y a environ 80 km de chemins qui ont été démantelés. Et parmi ces chemins, différentes techniques ont été testées. Tout d'abord, certains tronçons ont été uniquement fermés à la circulation pour servir de témoins. Et ensuite, pour le reboisement, 3 techniques ont été testées. La plantation directe, majoritairement sur des chemins d'hiver. Et ensuite, sur les chemins en gravel, 2 types de préparations mécaniques ont été testées. Ces préparations mécaniques, ça va aider à décompacter le substrat, mais aussi à permettre une meilleure distribution des nutriments dans le sol. Donc, pour ce faire, la préparation mécanique en sillon a été testée. Donc là, c'est une dent qui vient griffer le substrat en forme de Y, c'est ce que vous voyez sur la photo en jaune. Ou alors, une préparation mécanique en poquet, où là, c'est une pelle qui vient renverser le substrat. C'est la photo en vert. Sur ces 3 préparations de terrain, 4 espèces ont été testées, le pin gris, l'épinette noire, le mélèze laricin et l'aune crispée. Donc, le but de ce dispositif, c'est d'essayer de savoir quelle est la meilleure approche pour refermer rapidement le couvert arboré sur les chemins. Donc, pour ça, nous, on est retourné sur le dispositif 2 ans après plantation et on a cherché à savoir quelle est l'espèce reboisée qui s'établissait le mieux et grâce à quelle préparation de terrain. Donc, ici, on est, comme je viens de vous le dire, retourné sur un dispositif qui avait été reboisé et on a réalisé un réseau de placettes d'inventaire tout le long du dispositif. En moyenne, c'était donc des placettes qui faisaient 100 mètres carrés, qui couvraient toute la largeur du chemin et qui contenaient une vingtaine de plants. Ces plants, on est tout d'abord allé voir leur survie, puis pour ceux qui étaient vivants, on allait également prendre des mesures de croissance et on allait estimer visuellement aussi leur vigueur. Sur certaines placettes, on est également allé prendre des mesures un peu plus poussées. Entre autres, on allait faire des prélèvements au niveau du sol pour connaître la masse volumique apparente des sols. Donc ça, c'est un indice de compaction des sols. Et également, on allait voir la disponibilité en matière organique et en nutriments de ces sols pour les végétations. Enfin, on allait aussi excaver certains plants en bordure de placettes pour connaître leur production de biomasse aérienne, mais surtout souterraine, et aussi leur concentration foliaire en nutriments. Donc ici, je vais vous présenter les grandes lignes des résultats qu'on a obtenus. Tout d'abord, en ce qui concerne les espèces reboisées, en termes de survie, même si on a une certaine variabilité en fonction des espèces, globalement, on a vu un beau taux de survie 2 ans après plantation pour toutes les espèces testées. Là où on a vu la majorité des différences entre les espèces, c'est au niveau de la croissance. Donc ici, c'est l'accroissement annuel durant la 2e année post-plantation. Donc, on peut voir que l'aulne, c'est clairement l'espèce qui s'est mise à installer, qui a produit le plus de gains en hauteur, puisqu'il y a eu un accroissement annuel compris entre 30 et 40 cm en fonction de la préparation de terrain.
Pour les conifères, c'est le pin gris qui a eu la meilleure croissance, entre 4,5 et 5,6 cm, en fonction de la préparation de terrain toujours. Et ensuite, on retrouve le mélèze et l'épinette, qui sont les espèces qui ont le moins bien poussé, et il n'y a pas vraiment de différence entre ces deux espèces-là. En termes de vigueur, visuellement, là aussi, c'est le mélèze et l'épinette qui étaient les moins vigoureuses visuellement. Le problème majeur qu'on a rencontré avec le mélèze, c'était des plants qui avaient du mal à se stabiliser dans le milieu, à s'ancrer sur les chemins forestiers. Et ça a causé un phénomène d'inclinaison de la tige par rapport à la verticale. Donc ça a touché quand même 37% des plants. Et aussi, on a observé que c'était des plants qui avaient du mal à produire une biomasse foliaire suffisante, puisqu'on a vu qu'environ 1 plant sur 4 avait une défoliation supérieure à 50% de sa biomasse foliaire totale. Donc globalement, des plants plutôt instables et avec une faible production foliaire. Pour l'épinette noire, le problème qu'on a rencontré le plus, c'est un problème de décoloration du feuillage. Donc ça touchait quand même presque 1 plant sur 2. Et aussi, il s'avère que durant les 2 années qu'on suivit à la plantation de ces plants, c'était des années où il y a des fortes attaques de tordeuses de bourgeons d'épinette. Puis ça, on a pu se rendre compte que ça avait particulièrement impacté les plants d'épinette noire, où on a vu que 33% de ces plants avaient des dommages sévères dus aux attaques de tordeuses. Donc ça peut en partie expliquer la faible croissance aérienne en hauteur de cette espèce. Pour ce qui est de la production de biomasse, on suit les mêmes tendances. C'est vraiment l'aulne qui s'est le mieux établi sur les chemins, donc avec une production de racines vraiment importante par rapport aux espèces conifériennes et même au niveau aérien, ces espèces qui étaient bien ramifiées et qui s'étaient bien développées. Pour les conifères, c'est le pin gris, là aussi, qui avait la meilleure production, particulièrement au niveau aérien, puisque en plus d'avoir davantage poussé en hauteur, c'était des plants qui étaient plus touffus, plus ramifiés, plus vigoureux visuellement. Et ensuite, on retrouve l'épinette et en dernier, le mélèze. Le mélèze, c'était clairement l'espèce la plus inquiétante. Les tiges étaient vraiment très frêles et la production de racines était très faible, voire même dans certains cas, on observait des cas de dégradation racinaire. Donc, ça peut expliquer pourquoi les plants avaient du mal à s'installer dans leur milieu. Pour ce qui est des différents types de préparation de terrain, les principales différences qu'on a observées, c'est au niveau du sol. Donc, pour ce qui est de la compaction du sol, donc les mesures de masse volumique apparente, si on regarde les chemins avec préparation de terrain par rapport aux témoins, on se rend compte que les sols étaient autant compactés 2 ans après la fin des travaux par rapport aux témoins. Donc ça montre que 2 ans après la fin des travaux, il n'y a plus vraiment d'effet bénéfique au niveau de la compaction. Par contre, on a quand même pu voir que les chemins en plantation directe, c'était les chemins qui avaient le sol le moins compacté. Puis ça, effectivement, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, la plantation directe, ça a été fait majoritairement sur des chemins divers. Donc, ça explique pourquoi la compaction est moins importante que les chemins en gravelle sur lesquels ont été réalisées les préparations mécaniques. Pour ce qui est de la disponibilité en éléments nutritifs, là aussi, les chemins en plantation directe se démarquent, puisque c'était les chemins qui avaient la plus forte concentration en matière organique et en azote total. Puis ça, comme je viens de vous le dire, ça vient du fait que ces plantations directes ont été faites sur d'anciens chemins divers, donc qui globalement offraient des conditions plus favorables à la reprise de végétation, même si j'ajoute un petit bémol, puisqu'il y avait une grande variabilité quand même de conditions parmi ces chemins divers. Pour ce qui est des techniques de restauration sur les chemins en gravelle, la préparation mécanique en sillon, tous les paramètres qu'on a mesurés, c'était les données étaient équivalentes aux chemins témoins. Donc la préparation mécanique en sillon ne semble pas présenter d'effets perceptibles 2 ans après la fin de sa réalisation. Par contre, la préparation mécanique à Ploquet semblait légèrement plus intéressante puisqu'on a pu voir qu'il y avait des concentrations en matière organique et en azote total qui étaient légèrement supérieures aux témoins. Donc ça voudrait dire que la pelle qui crée les poquets lors de la préparation mécanique permettrait un brassage légèrement supérieur du substrat et donc une meilleure distribution des nutriments, ce qui serait une technique plus intéressante pour la restauration des chemins forestiers. Cette différence de disponibilité en éléments nutritifs, ça a eu une incidence particulièrement chez l'épinette noire, puisque lorsque les plants d'épinette étaient mis en terre sur les chemins en plantation directe, donc avec une disponibilité en éléments nutritifs plus importante, l'épinette parvenait à avoir une concentration foliaire en azote équivalente aux 2 autres espèces de conifères. Par contre, dès que les épinettes étaient mises en terre sur les chemins en gravelle, la disponibilité en éléments nutritifs est moindre, et l'épinette avait également une concentration foliaire en azote inférieure aux 2 autres espèces de conifères. Donc ça nous a montré que l'épinette était plus sensible à la faible disponibilité en nutriments du sol.
Une dernière donnée, rapidement, une différence qu'on a observée entre les deux types de préparation mécanique, c'est que les plants étaient davantage déchaussés et décolorés lorsqu'ils étaient mis en terre sur les chemins à préparation mécanique à poquet par rapport aux chemins en sillon. Et une piste d'explication pour expliquer ce phénomène-là, ça serait que visuellement, on a eu l'impression que les poquets s'érodaient plus rapidement que les sillons. Donc, le substrat s'érodant progressivement au fil des saisons, ça causerait un phénomène de déchaussement dans les années qui suivent, qui pourrait être une problématique pour le reboisement via cette technique de préparation mécanique. En conclusion, ce qu'on a vu que ce qui déterminait le plus le succès d'établissement à court terme, c'est avant tout l'espèce qui est reboisée. On a vu que l'aulne crispée, c'était l'espèce qui s'était le mieux installée. Effectivement, c'est une espèce qui est souvent conseillée pour le reboisement en milieu difficile, entre autres parce qu'elle est capable de symbiose racinaire avec des bactéries fixatrices d'azote, ce qui l'aide à surpasser la faible disponibilité en éléments nutritifs dans les milieux pauvres. Pour les conifères, le pin gris était l'espèce qui s'est le mieux installée. Effectivement, c'est une espèce qui a une bonne croissance juvénile et qui est également adaptée aux substrats sablonneux. Au vu de ces résultats-là, on pourrait envisager d'autres techniques de restauration, entre autres des plantations mixtes, pour qu'à court terme, l'aulne ferme rapidement le couvert et donc limite la circulation des prédateurs, puis que progressivement, le pin gris s'installe pour limiter un enfeuillement trop important et qu'à long terme, si la présence de ces deux espèces parvienne à recréer des conditions favorables au rétablissement de la régénération naturelle. La deuxième grande différence qu'on a observée, c'est entre les chemins d'hiver et les chemins en gravelle. On a pu voir que les chemins d'hiver, c'était effectivement des chemins qui étaient initialement moins aménagés et donc offraient des conditions plus favorables au rétablissement de la régénération naturelle. En termes de restauration, la préparation mécanique à poquet peut être intéressante puisqu'elle permet un meilleur brassage du substrat par rapport au sillon. Par contre, elle était davantage sujette au phénomène d'érosion. Donc ça aussi, ça pourrait nous permettre d'envisager d'autres pistes de recherche pour la suite. Entre autres, en cas de coupe, si coupe il doit y avoir dans des environnements favorables au caribou, éventuellement favoriser des chemins d'hiver, ça pourrait permettre une reprise de végétation plus rapide que les chemins en gravelle. Et pour la restauration des chemins déjà existants, la préparation mécanique à poquet pourrait être intéressante, mais dans ces cas-là, il faudrait envisager d'enfouir légèrement les plants au moment de la plantation pour éviter le phénomène de déchaussement dû à l'érosion du substrat dans les années qui suivent. Je remercie Alison Munson de l'Université Laval et Julie Barrett de la DRF du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs qui mènent cette étude avec moi, ainsi que toutes les personnes qui se sont impliquées dans ce projet. Et je vous remercie de votre attention. Excellent, merci beaucoup Clémentine, excellente présentation toi aussi.